Bonsoir à tous, bon début de semaine sur Monaco Info. Voici les grands titres que nous allons développer dans ce journal. C'est aujourd'hui qu'est entrée en vigueur une nouvelle extension du pass sanitaire pour certaines professions particulièrement proches du public, telles que les coiffeurs ou les instituts de beauté. Nous verrons comment cela s'est passé. La pandémie de Covid-19 qui entraîne une flambée de cas un peu partout dans le monde. Dubaï, destination très prisée, n'y a pas échappé. Le pavillon Monaco à l'exposition universelle a dû faire face à plusieurs cas dans ses équipes au moment même où une importante inondation se produisait. Mais tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui. Nous serons avec le commissaire général du pavillon, Albert Croesi. La transition numérique, depuis aujourd'hui un téléservice dédié est disponible pour répondre à l'appel à candidature préalable à la réunion de la commission d'attribution des logements de l'opération domaniale Testimonio 2 notamment. Explication dans ce journal. Au chapitre sportif du football, avec la belle qualification des féminines de l'AS Monaco pour les huitièmes de finale de la Coupe de France et la victoire en basket de la Roca Team face au Portel 79-67 lors de la 15e journée de Betclic Elite. Et puis quelques notes de musique avec la venue à Monaco de celle qui est considérée comme l'une des plus talentueuses interprètes de la musique pour piano, Marta Argerich. Mais débutons avec cette nomination parue au journal officiel vendredi. C'est la princesse Stéphanie qui présidera le comité de commémoration du prince Régnier III, Vanessa Dessy. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Ce comité placé sous la présidence d'honneur du prince Albert II est chargé de l'étude et l'organisation des manifestations programmées afin de célébrer l'œuvre du prince Régnier III en 2023, année du centenaire de sa naissance. Autre hommage, celui qui est rendu au prince Albert Ier à l'occasion du centenaire de sa disparition. Le premier événement est prévu à la fin du mois. En effet, le destin du Conseil national est étroitement lié au prince Albert Ier, qui était le fondateur de la première Constitution. À cette occasion, un événement commenté par Christine Thomel en direct sur Monaco Info se déroulera en présence du souverain le mardi 25 janvier dès 18 h. Enfin, la nomination, Vanessa, du nouveau président de la Commission supérieure des comptes. Oui, il s'agit de Christian De Schiemaeker. Diplômé de Sciences Po Paris, il a effectué la plus grande partie de sa carrière à la Cour des comptes depuis sa sortie de l'École nationale d'administration. Commandeur de la Légion d'honneur, ce dernier a notamment été président de la Chambre honoraire à la Cour des comptes française. C'est une nouvelle phase de la stratégie de lutte contre la Covid qui a débuté aujourd'hui. Le pass sanitaire a été étendu à plusieurs professions qui sont en contact proche avec la clientèle, notamment les coiffeurs ou instituts de beauté, chez lesquels se sont rendus Christine Thomel et Alexandra Marangoni pour découvrir comment ces changements avaient été accueillis tant par les professionnels que par leur clientèle. Face à la situation sanitaire qui se dégrade, la principauté vient de prendre de nouvelles mesures en étendant notamment le pass sanitaire à certains secteurs au service de la population, comme les instituts de beauté ou encore les salons de coiffure. L'objectif, protéger les résidents tout en les incitant à se faire vacciner, une nouvelle mesure qui divise. Pour le moment, ça se passe très bien. Tout le monde, parmi nos clientes, la plupart sont vaccinées. D'autres travaillent à Monaco, donc elles connaissent le principe et donc on n'a pas de problème. On a affaire à des personnes avec qui on a des liens. Donc oui, c'est très contraignant. Évidemment, nous, on a une clientèle locale, donc on les connaît, on ne leur demande jamais 2 fois le même pass parce que on se souvient d'une fois à l'autre, mais pour les nouvelles clientes, effectivement, voilà, on précise au téléphone et on leur demande dès leur arrivée. Beaucoup, on a à peu près 10 à 15% de la clientèle qui n'est pas vaccinée. Et beaucoup m'ont déjà dit je suis désolée, mais j'irai sur la France. Parce qu'elles n'ont peut-être pas envie de se faire un test antigénique. Et le nombre de cas positifs à la Covid connaît une évolution constante et importante à Monaco,
où il s'élevait dimanche à 152. Dubaï, qui est un véritable hub de voyageurs en provenance du monde entier, et le site de l'exposition universelle n'ont pas été épargnés eux non plus. Le commissaire général du pavillon Monaco a non seulement dû faire face à cela, mais à une inondation qui a dû contraindre les lieux à fermer pendant quelques jours. Le pavillon a pleinement rouvert aujourd'hui et nous sommes avec Albert Croesi. Bonsoir. Bonsoir Patricia. Ça y est, le pavillon de Monaco rouvre ses portes ? Oui, disons qu'il les ouvre pleinement. Nous avons pu recommencer un travail normal, à peu près normal la semaine dernière. Dès aujourd'hui, on est en pleine possession de tous nos moyens et c'est reparti pleinement. Vous avez été victime d'un sinistre, d'un dégât des eaux, c'est cela ? Oui, il a beaucoup plu à partir du 1er janvier. Nous avons connu 3-4 jours de pluie. Malheureusement, le pavillon a pris l'eau en de multiples endroits. Ma foi, les équipes de maintenance ont quand même été réactives. Nous avons effectivement pu récupérer tout l'espace scénographique le 4. On a ouvert un petit peu plus tard, mais on a ouvert à 11 h du matin. Et l'espace salon VIP conférence a été réouvert dès le 6. Voilà, donc ça c'est pour le site. Et puis, bien évidemment, la pandémie de Covid ne s'arrête pas aux portes de Dubaï. Les troupes du pavillon en ont été victimes. La Covid a touché une grande partie de l'équipe ? Oui, malheureusement, avant les fêtes de Noël jusqu'au 31 décembre, nous avons ici de l'Expo nous fait nous tester régulièrement, c'est une sage précaution et nous avons détecté 24 cas Covid effectivement. Mais là, je n'en ai plus que 3 qui terminent leur quarantaine dans 4 jours. Et désormais, les tests qui sont pratiqués sur le staff, ça continue, les tests continuent régulièrement. Mais tous reviennent avec des tests négatifs, donc nous sommes soulagés. Et j'ai des informations d'autres pavillons également sur le site. Ça se passe bien, l'ensemble des staffs sont de retour. On croirait que la vague est passée. Et quel protocole a dû être mis en place? Tous ces jeunes qui viennent pour la plupart de Monaco et sa région ont été confinés chez eux? Bien évidemment. Alors, nous faisons de la colocation pour beaucoup de jeunes. Ils sont 2 ou 3 par appartement, mais là, l'organisateur a été exceptionnel. Ils ont mis à disposition des pays, donc de Monaco, des appartements où nous pouvions isoler les cas Covid. Pour certains, c'est leur première expérience en matière d'expatriation. La solidarité joue beaucoup entre eux. Il y a un esprit de corps et d'équipe. Oui, tout à fait. Oui, les uns les autres prenaient des nouvelles de chacun. Mais effectivement, les jeunes entre eux ont été solidaires et ont s'amené devant les portes des appartements, les déjeuners ou bien les dîners nécessaires pour que les gens survivent et vivent cela le moins péniblement possible. Et plus généralement, Albert Croesi, vous l'avez dit, quelques autres pavillons sont touchés aussi. Mais comment le site de l'exposition universelle traverse-t-il cette 5e vague ? Pas mal dans l'ensemble, puisqu'en fait, les Émirats ont très bien géré la crise sanitaire, mais depuis l'origine. Ils prennent des dispositions qui sont quand même assez efficaces. Pour rentrer dans le site de l'Expo, vous le savez bien, il faut justifier d'un test PCR négatif de moins de 48 heures. Tous les staffs devaient être vaccinés avant même d'intégrer le pavillon ou bien Expo Village. Donc je pense qu'il y a une belle organisation ici à Dubaï, que la crise sanitaire, les crises successives sont fort bien gérées. Nous ne nous sentons pas en danger quoi qu'il en soit. Mais est-ce que la pandémie a eu une incidence sur le passage ? Je n'en suis pas convaincu. Il y a eu une baisse de visitorat à partir du 4 janvier, mais je pense qu'elle est logique, c'est la fin des vacances. Nous avons reçu beaucoup de monde pendant les vacances de Noël et de fin d'année, mais je ne suis pas convaincu que ce soit lié au problème d'un Covid ou à une vague nouvelle qui est venue avec ce nouveau variant. Non, là, les allées sont bien fréquentées. Au pavillon, nous tournons quand même en moyenne à 3500, 4000 personnes par jour, ce qui est quand même une bonne moyenne. Certes, nous avons connu 5000, 6000 et plus à un moment donné, mais pendant certaines périodes bien précises, et essentiellement de vacances. Et combien de visiteurs avez-vous accueillis depuis l'ouverture du pavillon et de l'exposition? Nous sommes un petit peu plus de 385 000, 390 000 aujourd'hui. La plupart des membres de l'équipe est donc rétablie aujourd'hui. Cela va vous permettre de reprendre la série d'événements destinés à permettre la promotion de Monaco.
Oui, tout à fait. Là, nous attendons la venue très prochainement d'une start-up qui est à Monaco Tech. Derrière ça, nous aurons la visite du conseiller de gouvernement ministre des Affaires sociales et de la Santé et de Madame le commissaire en charge de l'éducation nationale. Ça sera suivi par la venue de Monsieur Platini, le secrétaire général de la Croix-Rouge. Et puis nous continuons ainsi jusqu'à fin mars. Il est vrai que la fin du mois de janvier et tout le mois de février sont très très chargés en termes de visites de la part d'entités monégasques qui vont venir au pavillon présenter le savoir-faire et tout ce qui compose, tout ce qui fait la principauté de Monaco. Oui, c'est un lieu très couru. Est-ce que l'on peut imaginer que l'exposition joue les prolongations ou il est acquis que les portes fermeront en mars ? Alors vous devez avoir des oreilles qui traînent dans les couloirs de l'expo, puisqu'il est vrai que depuis une semaine, j'entends ce bruit. J'entends dire que l'expo souhaiterait peut-être prolonger de 2 mois, de 3 mois l'exposition, mais à l'heure actuelle, ce n'est qu'un bruit qui court. Je n'ai pas été saisi officiellement par les autorités d'Ouayotte. Affaire à suivre donc. Merci Albert Croesi d'avoir répondu à nos questions en duplex de Dubaï. Merci infiniment Patricia et à très bientôt. Dans le cadre de la numérisation des démarches administratives, vous pouvez depuis aujourd'hui répondre en ligne à l'appel à candidature pour obtenir un logement domanial et tout particulièrement pour l'attribution d'appartements dans l'immeuble Testimonio 2. Écoutez les explications de Sandrine Nègre et Alexandra Pani sur des images de Lionel Bernardi. La démarche est simple. Première possibilité, se connecter à monguichet.mc, nouveau portail du gouvernement et de la mairie depuis 2021, et cliquer sur la rubrique Logement. Autre possibilité, se rendre sur le site du service public du gouvernement princier, puis aller dans la catégorie Logement, qui vous permettra d'accéder à la démarche. Et c'était, je pense, autant attendu de la part des usagers que de la part de nous-mêmes, pour pouvoir travailler dans d'autres conditions. Avoir une dématérialisation des procédures. L'appel à candidature démarre dès lundi, 10 janvier, et ce jusqu'au 4 février 2022, donc durant 4 semaines. Petit conseil, veillez à ne pas débuter votre démarche les derniers jours. Sachez d'ailleurs que vous pourrez commencer à rassembler les documents nécessaires en regardant les listes dans la rubrique Logement du site du gouvernement princier. Les formulaires sur papier pourront toujours être utilisés, ils avaient d'ailleurs été modernisés, mais les atouts du numérique restent incontestables. Il y a plusieurs modalités de connexion. Soit on a déjà un compte téléservice et on utilise son compte téléservice, soit on a la nouvelle carte d'identité numérique et on peut utiliser son identité numérique pour se connecter. Et puis enfin, pas d'inquiétude, ceux qui n'ont pas de compte à ce jour ou qui n'ont pas encore une identité numérique peuvent de manière très simple créer un nouveau compte directement à l'entrée du téléservice. Alors, il y a 3 grands avantages. Déjà, le premier avantage qui est lié au numérique. On a une démarche qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant la durée de la commission d'attribution. Elle est fiable et elle est sécurisée. Ensuite, on a des avantages qui sont liés aux fonctionnalités. Grâce au numérique, on peut avoir un formulaire qui s'adapte au fur et à mesure de la demande, c'est-à-dire qui prend en considération vos réponses pour vous proposer les rubriques qui sont utiles et nécessaires. Vous pouvez aussi enregistrer votre démarche et la reprendre un peu plus tard. Le troisième avantage est lié au suivi et à la transparence. Un accusé de réception vous sera transmis. Si la direction de l'habitat a besoin d'informations complémentaires, elle pourra alors vous solliciter par courrier électronique. Un véritable suivi vous est ainsi proposé. Sachez que la commission d'attribution se réunira, elle, au mois de juin. Les réponses seront adressées dans la foulée. Nous retrouvons Vanessa Dessy pour le deuxième point info de ce journal et cette conférence organisée cette semaine par le diocèse de Monaco. Il s'agit d'un temps de louange pour prier en musique sous forme de conférence-débat. L'événement aura lieu ce mercredi de 19h à 20h à la chapelle de la Visitation. Les renseignements sont disponibles sur le site internet du diocèse à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Du football, l'AS Monaco FC se déplaçait à Nantes dimanche pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Philippe Clément dirigeait son tout premier match avec la mission de qualifier le club pour la Ligue des Champions. Les Rouges et Blancs ont tout tenté, mais malheureusement, ils n'ont pu ramener que le point du match nul 0-0. La déception était forcément de mise après la rencontre, même si le nouvel entraîneur a souhaité souligner la bonne prestation de ses joueurs, dominant d'un bout à l'autre. Prochain rendez-vous, Monaco recevra Clermont le dimanche 16 janvier à 15h.
Et puis, parité oblige, rendons hommage aussi au joli parcours des féminines de l'AS Monaco en Régional 1. Lors des 16e de finale de la Coupe de France, elles ont accueilli dimanche sur le terrain Prince héréditaire Jacques Devins le Petit Poucet Colomiers qui évolue lui en Régional 2 et une équipe de Monaco Info était sur place. Le résumé de la rencontre avec Fabien Bonilla, Yannick Debever et Thomas Deus. Invaincu, voici le mot qui correspond à cette équipe de football féminin. Aucune défaite en championnat et aucune défaite en Coupe de France. Et c'est une première pour cette équipe ici en rouge, atteindre pour la première fois les 16e de finale de la Coupe de France. Sur le papier, les Monégasques sont favorites. Elles dominent la première mi-temps mais avec un bloc équipe trop bas. Et sur une erreur de défense, les Monégasques concèdent un pénalty. L'équipe de Colomiers mène au score au bout de 15 minutes de jeu. Les assémistes donnent des sueurs froides à leur public malgré une deuxième mi-temps bien meilleure avec un pressing plus haut et une large domination. La possession du ballon est monégasque mais les joueuses n'arrivent pas à marquer. Il faudra attendre la 63e minute sur un corner rentrant de Laura Domecq pour égaliser un but partout. Les joueuses adverses qui évoluent dans une division inférieure craquent, la pression est trop forte. À la 87e minute, énorme action monégasque. L'ailière gauche envoie un boulet contré. Il faudra s'y reprendre à plusieurs fois avant que Eva Towara perfore les filets. 2-1 pour Monaco. Les 8e de finale se rapprochent et dans le temps additionnel, Eva Domecq va enfoncer le clou avec ce tir. Résultat, 3-1 pour les joueuses de l'ASM Football féminin qui se qualifient pour les 8e de finale de Coupe de France. Déjà, je suis fière de toutes les filles de l'équipe parce qu'on est toutes motivées, on est toutes prêtes à apporter la pierre à l'édifice afin de construire quelque chose de grand. Parce que ça fait plusieurs années qu'ils essayent de monter un projet convenable pour par la suite monter en D2 et pourquoi pas en D1. Et moi, je suis très fière de faire partie de ce projet. Monaco espère être récompensé en jouant une équipe de première division comme Lyon ou Paris au prochain tour. Un match pour le plaisir et le prestige puisque l'objectif principal des invincibles monégasques est ailleurs. Les objectifs sont très simples depuis le début, c'est la montée en D2. Donc faire un très bon championnat, finir dans les 2 premiers. Et ensuite pouvoir participer donc, au pré-barrage, donc premier pré-barrage et les barrages pour monter en D2. Du sport encore, mais du basket. Ce dimanche, c'était la reprise de la Roca Team. À domicile, les Monégasques ont dominé le Portel à l'occasion de la 15e journée de Betclic Elite. Retour sur ce match avec Yannick Debever et Thomas Deus. 10 jours sans compétition, cela paraît bien long pour des Monégasques qui avaient l'habitude de jouer 2 ou 3 matchs par semaine. Face au Portel, ce dimanche, la Roca Team affichait un 5 titulaire d'Euroleague. Le début de match est poussif et le club de la Côte d'Opale fait jeu égal avec Monaco. L'entrée d'Ibrahima Fall-Faye apporte énormément et grâce à son intérieur sénégalais, les Monégasques virent en tête au bout de 10 minutes. Petit à petit, les Roca Boys trouvent leur rythme et c'est dans le second quart-temps que la différence se fera. Fall-Faye, encore lui, est inarrêtable dans la raquette. Monaco prend son temps, développe un jeu offensif alléchant et le Portel se retrouve rapidement débordé. À la mi-temps, la Roca Team compte 19 points d'avance. La seconde partie du match sera complètement contrôlée par Monaco. Donatas Motier-Younas ajoute 4 points rapides au début du quart-temps. James assure à la passe sur ce panier de Ouattara. En face, le Portel se maintient en vie grâce à Yarou d'abord, puis Abouo prend le relais. La plus belle action du match, la voici, circulation de balles parfaite et une finition spectaculaire signée Fall-Faye. Dans le dernier quart-temps, Monaco laisse le Portel revenir à 12 points. Un écart suffisamment confortable pour s'assurer une 10e victoire en championnat de France. Le scoring est remarquablement équilibré, symbole d'un investissement total de l'effectif pour bien commencer 2022. Score final 79-67. Many guys contributing, so it's not one guy like here that we have to share
importance and the responsibilities to the different guys and to the different games. In the future we will have like really strong schedule, which sometimes we have to rotate the guys. We need to, of course, like win, like the games, and have like I said, everybody involved. Avec le report du match face à Kazan, initialement prévu mardi soir, la Roca Team disputera son prochain match jeudi sur le parquet du Bayern Munich en Euroleague. Et après ce large chapitre sportif, place à de la musique classique avec ce duo sur la scène de l'Auditorium Régnier 3 en compagnie de l'Orchestre Philharmonique, un duo qui a fait venir des mélomanes de très loin. La pianiste argentine Martha Argerich a retrouvé sur scène le chef d'orchestre Charles Dutoit, dont elle a été l'épouse également. Un très joli moment auquel ont assisté José Sacré, Olivier Bonello et Clélia Renaud. Dans un auditorium Régnier 3 archi-comble, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, pour son premier concert de l'année 2022, avait invité la star mondiale du piano, Martha Argerich, interprète du concerto en sol de Ravel, et un chef d'orchestre des réputations internationales, complice et ami de la pianiste, Charles Dutoit. Vous savez, on se connaît depuis 62 ans, n'est-ce pas? On a été mariés, alors elle était ma première soliste. Mon premier concert après mon prix de direction d'orchestre à Genève, elle avait gagné le concours de Genève. Et puis, je lui ai demandé si elle voulait bien jouer avec moi pour mon premier contrat. Alors, elle a accepté. Savez-vous, on avait joué justement au concerto de Ravel. Donc, le concerto de Ravel, ça fait 63 ans maintenant. 63 ans qu'on le joue un peu partout. Mais c'est à chaque fois différent. Alors, il ne faut pas vous imaginer qu'on s'habitue, parce qu'elle est très fantastique, Martha. Elle joue superbement, mais c'est chaque soir, c'est un peu différent. C'est une des meilleures pianistes du siècle. Hein. Alors, on connaît depuis Horowitz, puis Michelangeli, elle fait partie de cette trilogie-là. Alors, c'est toujours sonorité exceptionnelle, et puis une grâce, une manière de jouer qui est une technique irréprochable. On a joué dans tous les coins, dans tous les continents. Alors vraiment, c'est toujours une merveilleuse expérience et puis toujours un sujet d'étonnement. Ce journal ne serait pas tout à fait complet sans le point météo et le soleil est indélogeable, Vanessa Dessy. Oui Patricia, nous sommes chanceux car le soleil a décidé de bien rester sur le territoire monégasque. Même si quelques rafales pouvant atteindre 12 km/h peuvent traverser la région, les températures resteront assez fraîches de 6 à 12 degrés. Le soleil se lèvera à 8h01 et se couchera à 17h15 et nous fêterons les Paulins. Ainsi se referme ce journal. Nous vous retrouverons demain avec Vanessa pour une nouvelle édition du 19h. Et pour se quitter, vous le savez, les traditionnelles photos de fin. Elles sont signées aujourd'hui Mickaël Alési et sont consacrées aux féminines de l'AS Monaco qui se sont donc qualifiées pour les 8e de finale de la Coupe de France de football. Très belle soirée à vous.